grand plaisir et l'honneur de recevoir Madame Gisèle Chaboudès, dont le parcours témoigne d'un engagement remarquable dans la transmission et le renouvellement de la pensée psychanalytique. Psychiatre, psychanalyste, membre d'Espace Analytique et rédactrice en chef de la revue Figure de la psychanalyse, elle est reconnue pour la rigueur de son travail, la finesse de ses élaborations théoriques et sa lecture particulièrement vivante de l'enseignement de Jacques Lacan. Ses recherches sur le féminin, la sexuation et le corps et la jouissance ont marqué de nombreux cliniciens et lecteurs de Lacan, faisant d'elle l'une des voix les plus importantes de la psychanalyse contemporaine de la langue française. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de notre programme Lire Lacan aujourd'hui, consacré au séminaire 20 encore, texte majeur dans lequel Lacan poursuit sa réflexion sur l'amour, la jouissance, le féminin et ce qui, dans le lien entre les sexes, échappe à toute complémentarité. Nous remercions chaleureusement Madame Chaboudès pour sa générosité intellectuelle, sa disponibilité et sa présence parmi nous ce soir. Bienvenue, chère Madame Chaboudès, et bienvenue à tous et à toutes. À vous la parole, Madame Chaboudès. Merci à vous. C'est vraiment très gentil. J'aime beaucoup ces propos chaleureux que vous avez. Alors, je vais donc me mettre au travail pour vous parler, comme cela m'a été demandé, du séminaire de Lacan encore, à propos du signifiant et du corps. Et je peux vous dire que relire cela aujourd'hui, pour vous, donc, puisque je ne l'avais pas fait depuis longtemps, c'est une relecture délicieuse, je dirais. Non pas comme autrefois où je le lisais et où c'était difficile, très difficile de comprendre quelque chose, mais d'une certaine façon, c'était déjà délicieux, d'une autre manière. Mais après avoir passé presque 40 ans à déchiffrer le dire de ces séminaires un à un, leur trajet, leur strate, ce qui en flotte à la surface visible, comme ce qui se tient dans les fonds obscurs, parfois toujours inentamés, toujours inexpliqués. À en tirer une conduite, à articuler ce qui peut maintenant être pensé pour prolonger un peu tout ça, pour faire que ça existe, pour faire qu'on l'entende, pour faire qu'on s'en serve, en tirer quelques conséquences un peu sérieuses avec quelques effets possibles dans l'expérience analytique et au-delà, politique, sociale, etc. C'est donc maintenant délicieux en effet. Pourquoi? Parce que l'ensemble, bien qu'encore très dru, très difficile à suivre, paraît presque limpide lorsqu'on a soulevé le ou les points majeurs qui sous-tendent, à mon sens du moins, cette pensée. Alors ils deviennent de plus en plus clairs et chacun d'eux viennent en quelque sorte très gentiment vérifier ce qu'on avait supposé. C'est ce que j'appelle délicieux. Ils deviennent de plus en plus clairs donc, qu'ils soient implicites ou explicites, avec chaque avancée ultérieure, chaque déploiement, chaque extension. Et dans ce cas, on saisit en quoi Lacan parle là presque comme lorsqu'il écrit, particulièrement dans le séminaire encore. Il parle presque comme quand il écrit. C'est-à-dire quelque chose dont il dit, vous l'avez entendu largement, que ça n'est pas à lire, les écrits, surtout les siens d'ailleurs. Et ce qui veut dire que ça n'est pas fait pour être lu, ça ne veut pas dire évidemment que c'est fait pour n'être pas lu, mais que c'est fait pour autre chose. C'est fait pour saisir, pour assembler ensemble, comme le font les lettres, comme l'inconscient précisément, qui les assemble et qui de là les étend, les lettres, à la pensée. Tout d'abord, en premier lieu, je vais observer comment ce séminaire, excusez-moi, observer comment ce séminaire apporte une nouvelle manière de saisir et d'utiliser le signifiant dans son rapport au corps. Alors, cette manière est nouvelle, non pas depuis l'année d'avant, le séminaire encore, mais depuis le début de son enseignement. Je vais parler là du début du séminaire, d'environ les chapitres 1 à 6,
et je vais vous présenter ma lecture avec l'enjeu que j'y aperçois. Lacan reprend à cette date une définition du signifiant qui varie considérablement par rapport à la première, c'est-à-dire celle du début de son enseignement. C'est très loin déjà. Elle varie considérablement par rapport à celle qui est, vous le savez, la définition saussurienne du signifiant, c'est-à-dire séparée du signifié par la barre de signification. La barre de signification qui est quelque chose qui barre véritablement. Alors, ça ne veut pas dire que l'une va remplacer l'autre, bien sûr, la conception saussurienne est celle qui va amener dans encore. Il n'est pas de question de remplacer, de substituer. Comme certaines lectures le pensent d'ailleurs, dès qu'une chose change et soit critiquée, soit augmentée, on en déduit que la chose précédente n'est plus valable. C'est évidemment faux. Ça veut simplement dire qu'on aborde la chose par un autre bout et que les deux bouts existent, bien sûr. Simplement, ils ne sont pas compatibles ensemble. On ne peut pas attraper les deux bouts à la fois d'un même ensemble concernant le signifiant. Sur la base saussurienne, Lacan avait montré comment le phallus avait été érigé en signifiant, selon l'Aufhebung hegelienne, disait-il, dans la signification du phallus, que vous trouvez bien sûr dans les écrits. Il en situait l'émergence pour notre civilisation dans les mystères gréco-romains. À cette époque-là, et particulièrement, vous le savez, dans ce qu'on a longuement commenté à cette époque-là, à l'époque de la signification du phallus, de la fresque de la Villa des Mystères, c'est-à-dire à Pompéi, bien sûr. Il montrait comment le voilement du simulacre du phallus, qui fait partie du rituel et qui était peint comme tel, qui est peint comme tel sur la fresque, consistait à montrer que l'on masquait quelque chose du phallus, du symbole du phallus, c'est-à-dire sa représentation. Et donc Lacan en avait déduit que l'on coupait ce symbole de sa représentation et que c'est ainsi, vous vous souvenez, qu'il devenait insignifiant. Dans cette occasion, en outre, signifiant en chef, si on peut résumer ça ainsi, c'est-à-dire signifiant de tous les signifiés. Et en effet, sur une partie de la fresque, un personnage, d'ailleurs féminin, c'est une dragonne, est-il dit, menace de son fouet une jeune femme dont l'expression effrayée occupe le devant de la scène, ce que Lacan interprétait comme le fouet du phallus devenu signifiant phallique, signifiant qui oblige ce corps féminin à devenir son signifié. C'est une très belle interprétation de la fresque de la Villa des Mystères. Le signifiant phallique, comme le fouet, va désormais servir à signifier la femme comme objet phallique dans la loi sexuelle. Il est intéressant d'ailleurs de savoir que l'interprétation de cette fresque en termes de mystère dionysiaque a été de nos jours remise en doute par Paul Veyne, l'historien de la Grèce antique, bien sûr. Lui ne voit là qu'une cérémonie initiant une simple fresque de mariage, tandis que elle reste pour d'autres, comme Georges Sauron, elle reste pour d'autres considérée comme une scène mystérique, effectivement, telle que Lacan donc l'a interprétée et telle qu'elle était interprétée au moment où il l'a commentée. Il y a donc deux interprétations opposées à l'heure actuelle, mais cela dit, d'autres encore, comme Barbara Cassin, considèrent que, en fait, il peut très bien s'agir des deux en réalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas une scène de mystère, une scène mystérique, dans une villa luxueuse en l'occasion, pour célébrer un mariage. Ça n'est évidemment pas du tout incompatible. Je reviens au phallus. La signification du phallus, vous vous souvenez, c'est le phallus comme signification, c'est-à-dire comme seule signification. C'est le génitif subjectif, c'est pas le génitif objectif. Et Lacan avait passé à cette date déjà des dizaines d'années à montrer en quoi c'est comme signifiant qu'il produisait cette signification, c'est-à-dire le signifiant à l'œuvre dans l'inconscient, outre le symbole et le signifié. Ça s'ajoutait au symbole et au signifié.
C'est ainsi qu'il avait inauguré la reprise de la pensée freudienne, solidement instaurée sur l'inconscient structuré comme un langage, sans que ce soit dit comme tel chez Freud, mais largement mis en pratique. Or, il faut avoir en tête à ce sujet quelque chose de nouveau durant cette année 1972 qui précède le séminaire encore. C'est dans le séminaire intitulé Ou pire. Ce titre ou pire se rapporte, puisqu'il est précédé, vous le savez, de points de suspension, il se rapporte donc au titre du séminaire précédent. Le séminaire précédent, c'est d'un discours qui ne serait pas du semblant. La locution de Lacan est donc de dire d'un discours qui ne serait pas du semblant, on espère que ce soit le discours analytique, bien sûr, qui ne serait pas du semblant, ou pire, pire que du semblant. Voilà le principe du séminaire ou pire. C'est donc l'année où il s'interroge. Certes, tous les discours sont du semblant, ou le discours analytique, de, par conséquent, n'y échappe pas, mais peut-être on pourrait espérer qu'il y échappe. Et en tout cas, il y a aussi la possibilité de quelque chose qui serait pire que du semblant. C'est là le même mode de raisonnement, vous le reconnaissez sûrement, que ce qui, à propos du nom du Père, était référé comme, je cite, ce qui ne parie que du Père au pire. C'est-à-dire, existe-t-il quelque chose de pire que le Père? Certainement, certainement, c'est ce que ça voulait dire. Non pas seulement dans les familles, bien sûr, le nom du Père dans les familles, mais aussi dans les civilisations, bien entendu. Lorsque le Père se déconstruit, apparaît-il quelque chose de pire? D'une certaine façon, oui, nous le voyons actuellement assez largement. Dans ce cheminement d'Oupir, donc, l'année précédente, une toute petite phrase avait pris place dans le dire de Lacan, que j'ai longuement commenté déjà. Je vous la rappelle simplement. Il s'agit de la rectification d'une erreur. Une erreur que Lacan a intitulée erreur commune. Je cite: l'erreur commune qui ne voit pas que le signifiant c'est la jouissance et que le phallus n'en est que le signifié. Le signifiant c'est la jouissance, donc. Phallique en l'occasion, bien sûr, et ça n'est pas le phallus. Voilà une phrase qui est d'abord stupéfiante. Vous la trouvez dans le séminaire donc ou pire, page 17. Voilà donc une phrase stupéfiante de la part de celui qui, des dizaines d'années durant, a expliqué qu'il fallait comprendre le phallus en tant que signifiant et non en tant que symbole ou signifié. Là, il revient pour rectifier en quelque sorte l'erreur commune, sans dire d'ailleurs qu'il l'a faite éventuellement lui aussi. Je ne pense pas vraiment qu'il l'ait faite, ben, je vais y revenir. Mais la rectification, en tout cas, lui en incombait, pour cette raison même, pour la raison même qu'il avait des années durant expliqué qu'il ne fallait pas confondre le phallus avec un signifié ou un symbole, parce que c'était en outre insignifiant, voire essentiellement insignifiant. Donc cette rectification a été faite à partir du moment où il s'est aperçu que certes, il avait raison de dire que le phallus avait une fonction de signifiant, et notamment dans cet antre du patriarcat grec qu'étaient les mystères romains, mais que justement cette étape de l'histoire, cette étape des mystères, qui ont commencé, vous le savez, 1000 ans à peu près avant Jésus-Christ, pour se poursuivre environ 1000 ans après, et bien que cette étape des mystères grecs et romains, que justement cette étape avait consisté à élever précisément ce signifié à la fonction de signifiant, à la place donc de la jouissance phallique, qui elle est le véritable signifiant, que ce n'est pas le phallus qui est le véritable signifiant, encore moins le signifiant en chef. Je reprends là quelque chose qui n'est pas du tout lacanien, vous le sentez bien. Lui, il dit que c'est le signifiant de tous les signifiés, ce qui revient pratiquement au même. Donc, vous pouvez peser l'enjeu de cette rectification. Simplement, je ne vais pas m'y attarder plus longtemps, mais simplement en vous souvenant que cette jouissance, la jouissance phallique, elle est maintenant, je dis maintenant parce qu'autrefois elle était interdite chez les femmes. Depuis à peu près un siècle, elle a, pas tout à fait,
Elle a été restituée aux femmes. Elle est donc, maintenant qu'elle a été restituée aux femmes, après qu'elles en aient été longtemps privées dans tous les domaines, autant psychiques qu'organiques, bien sûr, eh bien, elle est maintenant le fait des deux sexes, bien sûr. Elle est, si l'on peut dire, la chose du monde la mieux partagée. Alors que le phallus comme symbole, lui, c'est bien sûr le symbole d'un organe et donc le fait d'un seul sexe. Ça fait une énorme, énorme différence. Donc voilà ce que Lacan appelle l'erreur commune, celle qui a érigé le phallus comme un signifiant. Alors que le véritable signifiant, nous allons y revenir parce que vous allez en voir tout de suite l'application, les applications, le véritable signifiant, c'est la jouissance phallique et donc des deux côtés du sexe. L'évolution actuelle des sociétés chrétiennes, le recul du christianisme, a laissé émerger un certain nombre d'éléments que ces constructions masquaient. Lorsque la jouissance sexuelle n'est plus interdite sous la forme où elle l'était, la scène du rapport sexuel laisse apparaître le défaut que son interdiction masquait. C'est pourquoi le diagnostic lacanien de non-rapport sexuel est survenu logiquement avec ce recul du christianisme. Et ce faisant, il est apparu que le phallus, comme signifiant, contribuait également à sa façon à suppléer à ce non-rapport sexuel en masquant le réel qu'il constitue, ce non-rapport. Non seulement en le masquant, mais en l'accroissant. Le phallus a contribué à accroître le non-rapport. De sorte, non pas à le créer, bien entendu, mais à l'accroître. De sorte que le diagnostic lacanien de l'erreur commune, qui fait du phallus insignifié, est survenu lui aussi au moment du recul du mythe religieux, des mythes religieux qui le masquaient. C'est là un point qui me paraît majeur pour évaluer le contenu dans lequel Lacan envisage, dans Encore, de reprendre la question du signifiant, afin de le redéfinir autrement. Si en effet le signifiant phallique, c'est la jouissance phallique, et non pas le phallus, alors cela exige, vous le sentez bien, une nouvelle définition du signifiant. C'est exactement ce qui va arriver dans Encore, dès les premières pages. Alors que cette rectification, je l'ai souligné, elle date de l'année précédente, de 1972. Alors je vais donc maintenant, en deuxième partie, aborder cette révision du signifiant, qui consiste dans un ajout de ce que Lacan appelle, qui est une expression extrêmement importante, extrêmement parlante, extrêmement efficace. Il appelle cela la substance jouissante. Voilà la nouvelle définition du signifiant. Alors, c'est donc ce à quoi on va assister dans la suite du séminaire. Il faut tout d'abord relativiser l'effet idéalisant du signifiant, premier point. Du signifiant saussurien, ou du sous-signifiant d'ailleurs. Il faut relativiser cet effet en ayant en tête, Lacan la met au premier plan, en ayant en tête que la dimension de la bêtise, ça se définit très simplement pour lui d'un mode de collectivisation même du signifiant. Vous trouvez ça page 24 dans Encore, ne serait-ce que parce que, conclut-il, le signifiant est bête. Le discours analytique donc introduit la bêtise en substantivant l'adjectif bête, qui n'est rien d'autre, selon Lacan, qu'une dimension en exercice du signifiant. Vous voyez que lorsqu'on lit cela, sont bien loin, pour lui, les premières années d'idéalisation du signifiant. Vous vous souvenez de ces années d'idéalisation du signifiant chez Lacan, c'est-à-dire ce signifiant en majesté qu'il s'agissait d'extraire de sa gangue imaginaire. Dans les premiers séminaires, vous avez tous ça en tête. Mettre l'accent sur le signifiant, c'est propre de toute façon au discours analytique, parce que le signifiant, c'est le fondement de la dimension du symbolique. Mais il n'en reste pas moins que la bêtise, adjectif donc substantivé, c'est la dimension du signifiant en exercice. C'est d'ailleurs ce qui fait, dit-il, le sourire bête de l'ange, parce qu'il nage dans le signifiant suprême. Se retrouver un peu au sec et il ne sourirait plus. Fin de citation.
Il ajoute d'ailleurs qu'il ne croit pas que les anges apportent le moindre message et que c'est en quoi ils sont vraiment signifiants. Ils n'apportent pas le moindre message. Cela d'ailleurs pose la question de la substance. Quand on substantive, donc bête et bêtise, quand on substantive, c'est pour supposer donc une substance. La substance pensante, la substance étendue, ce sont les substances connues philosophiquement, bien sûr. Eh bien, à cela, page 26, le séminaire encore ajoute maintenant la substance jouissante. Qu'est-ce que la substance jouissante? Vous voyez que c'est une expression qui nous parle immédiatement. Non seulement en ce qui concerne le corps, dont nous savons combien il frémit sans cesse d'être une substance qui jouit, le corps, mais c'est aussi ce qui nous parle en tant que signifiant, puisque le signifiant non seulement émane de cette jouissance-là, mais en outre, il en est fait. S'il est repéré, repérable, identifié, identifiable au niveau de la jouissance phallique, alors le signifiant émane de cette jouissance et de cette substance jouissante. La substance jouissante, pour Lacan, est introduite par ce qui consiste à jouir d'un corps, bien sûr, lequel symbolise l'autre, le grand autre. Il le symbolise notamment en étant a priori vidé de la jouissance, vous le savez. L'autre, c'est la substance du corps, à condition qu'elle se définisse seulement de ce qui se jouit. De ce qui se jouit. Il est vidé de la jouissance, mais il représente comme corps ce qui se jouit. Il ne faut pas croire néanmoins que nous sommes passés depuis le signifiant sec à une mer de jouissance concernant le corps, bien loin de là. Il n'y a de jouissance de corps comme autre que s'il est un corps signifiant, bien entendu. Il ne faut pas l'oublier. Lacan dit ceci, je cite, page 26, cela ne se jouit que de se corporiser de façon signifiante, que de le corporiser de façon signifiante. Fin de citation. La dimension de la jouissance dont il est ici question n'est pas définissable indépendamment du langage. Certes, la jouissance s'oppose au signifiant dans les premières années lacaniennes, mais à partir d'encore, il est déjà certain que le signifiant, c'est la substance jouissante, et que donc signifiant et jouissant sont dès lors réunis, peut-on dire, et surtout que la jouissance n'est pas envisageable autrement qu'à partir d'un corps significantisé. La jouissance donc est du corps, mais c'est celle d'un corps signifiant. Elle est celle, cette substance jouissante, où se condensent à la fois corps et langage, et qui emporte des effets de signifié propre. Parce que cette jouissance résulte de fait de la rencontre du corps et du langage. Elle résulte de fait de la manière dont le langage appareille le corps. Lacan dit ceci, jouir à cette propriété fondamentale que c'est en somme le corps de l'un qui jouit d'une part du corps de l'autre. Mais cette part jouit aussi, ajoute-t-il, page 26 toujours. Si donc la jouissance n'est pas, comme Lacan le dit, le signe de l'amour, il le répète souvent, sans s'en expliquer d'ailleurs, mais en promettant qu'il nous expliquera, en fait, c'est quelque chose qui se conçoit assez simplement par rapport à la jouissance phallique, c'est-à-dire la jouissance dont il est question pour le moment, essentiellement, voire uniquement, jusqu'à une certaine date, dans encore la jouissance phallique, par opposition à la jouissance de l'autre, qui, elle, peut plus favorablement, disons, être le signe de l'amour. La jouissance phallique, non, en aucun cas. Parce que la jouissance phallique n'est en rien signe d'amour, parce qu'elle est plutôt auto-érotique, tout simplement, la jouissance phallique. Qu'elle soit psychique ou organique, qu'elle soit le fait d'une femme ou qu'elle soit le fait d'un homme, la jouissance phallique, elle est plutôt auto-érotique. C'est ainsi qu'il l'appellera dans encore précisément la jouissance de l'idiot. La jouissance de l'idiot, vous le savez, ça veut dire la masturbation. Alors, la jouissance phallique n'est pas uniquement la masturbation, bien sûr,
mais elle est d'ordre auto-érotique partout où elle intervient, que ce soit seule ou à deux ou à trois ou plus. La jouissance phallique, qui est la jouissance propre de la parole et du langage, est auto-érotique. Pour avoir une idée de ce dont il parle avec cette substance jouissante, notamment au niveau de la jouissance phallique, il faut penser à l'orgasme, bien sûr. L'orgasme a un effet d'arrêt, de culmen, de limite, à la fois, plus encore pour l'homme, bien sûr. Donc, notamment dans le rapport sexuel, bien sûr, donc elle a un effet de signifiant, puisqu'elle a un effet d'arrêt et de limite. Voire, dit Lacan, je vais vous donner la citation, de vocatif du commandement, l'orgasme, et en particulier celui du masculin. Il est vrai de dire donc, d'une part, que le signifiant est la cause de la jouissance, et même sa cause matérielle, comme signifiant une partie du corps, puisque le corps jouissant, c'est le corps parlant, et que sa jouissance est fortement configurée par le langage, et que, évidemment, configurée par le langage, c'est ainsi qu'elle amène au rapport sexuel, éventuellement. Mais par contre, en outre, il y a ce que Lacan appelle la cause finale. Donc, par opposition à la cause matérielle, qui est le langage, il y a la cause finale. Et la cause finale, la cause matérielle du signifiant est la cause finale du signifiant. Vous le voyez, nous sommes toujours dans le signifiant, mais en quelque sorte sur les deux versants. Alors, la cause matérielle, je viens de dire, c'est le langage, mais d'autre part, il y a ce que Lacan appelle donc la cause finale, au sens où le signifiant n'est pas seulement ce qui cause la jouissance, il est une certaine forme de jouissance propre à l'humain qui parle, il est aussi ce qui met un terme à la jouissance. Ce qui met un terme à la jouissance, c'est ce qui fabrique un signifiant, c'est ce qui constitue un signifiant. Donc le signifiant portant l'interdit, c'est le même qui limite la jouissance. Mais il y a autre chose que l'interdit qui est essentiel dans le champ du signifiant. Il y a par exemple l'orgasme en tant que signifiant, en tant qu'il fait culmen, certes, mais aussi limite. Et c'est alors un autre pôle du signifiant. Je vais vous montrer maintenant la citation que je commente ainsi. C'est donc un autre pôle du signifiant dont il s'agit. Voici le paragraphe suivant où ce mot d'orgasme n'est jamais cité et où pourtant il ne s'agit que de ça dans un rapport sexuel. C'est une scène du rapport sexuel. Je cite page 27 d'Encore, le 19 décembre 1972. Il dit ceci. J'irai maintenant tout droit à la cause finale. Finale dans tous les sens du terme. En ceci qu'il en est le terme, le signifiant est ce qui fait halte à la jouissance. Après ceux qui s'en lassent, si vous me permettez, hélas. Après ceux qui sont là, oh là. L'autre pôle du signifiant, le coup d'arrêt, est là aussi à l'origine que peut l'être le vocatif du commandement. Fin de citation. Vous voyez que dans ce fragment qui met littéralement en scène les deux modes de rapport du signifiant et de la jouissance, les deux versants du rapport du signifiant et de la jouissance. On voit qu'il est en réalité question d'une scène de rapport sexuel, n'est-ce pas? Après ceux qui s'en lassent, hélas, après ceux qui s'en lassent, oh là! Vous voyez qu'il s'agit de ça. Il n'est pas question d'orgasme, mais il n'est question que de ça. Le vocatif du commandement, c'est bien entendu ce en quoi l'orgasme masculin limite, met fin au rapport sexuel de façon involontaire, ça va de soi. Sinon, la question n'existerait pas. Dans ce fragment, donc, qui met littéralement en scène les deux modes d'un rapport, et où il est question d'une scène de rapport sexuel, on a d'un côté le signifiant qui est la cause matérielle, c'est-à-dire le langage qui produit et le sens qui amène évidemment les partenaires vers le désir et le rapport sexuel. C'est un versant. Il les y amène, vous le savez, plus sûrement que ne le fait l'instinct, dont nous n'avons plus trace. Il est beaucoup plus efficace, par exemple, le sens que l'instinct pour amener les partenaires humains au rapport sexuel et même pour qu'ils se reproduisent par conséquent, qu'ils se reproduisent par conséquent. De l'autre côté, le signifiant, c'est la jouissance phallique elle-même.
avec sa limite, ce qui est appelé ici le coup d'arrêt. C'est très clair. C'est-à-dire ce qui arrête le rapport sexuel, bien sûr. Donc vous voyez que sans que ce soit dit, il s'agit là de l'orgasme, c'est-à-dire la forme la plus organique, évidemment, de la jouissance phallique. Il s'agit là de l'orgasme qui arrête le rapport, l'orgasme mâle suivi de détumescence pour cette raison-là. Et c'est aussi énoncé ainsi après l'année où Lacan a, dans Ou pire, toujours, énoncé qu'il faisait de cet arrêt dans le rapport sexuel du fait de l'orgasme mâle suivi de détumescence, évidemment s'il n'y avait pas de détumescence, la question ne se poserait pas, il en faisait ce que j'ai très longuement commenté et que je continue à commenter, l'origine du langage. Une origine du langage. En forme de fiction, certes, mais une origine quand même. Voilà, c'est là une première thèse majeure que vous trouvez donc page 27 dans Encore. Ce qui fait halte à la jouissance, la manière dont il l'explique de cette façon drôle, ce qui a effet de signifiant, donc, parce que ce qui fait halte à la jouissance, encore une fois, a effet de signifiant, c'est le holà, c'est pas le horla de Maupassant, c'est le holà de Lacan. Le hélas vient après le holà, alors que, évidemment, en principe, c'est quand ils sont las que vient le hélas, alors que lui, il le met avant. On peut donc interpréter ce paragraphe ainsi à cette date du 19 décembre 1972, parce que peu avant, l'année précédente, Lacan a en effet explicité sa conception de cette soustraction de jouissance dans le rapport sexuel, celle que je viens d'énoncer, comme un point pivot de toute l'idéologie sexuelle. Et même, en allant plus loin encore, je l'ai dit, il l'interprète comme étant à l'origine du langage, comme un vocatif du commandement. Nous retrouvons le vocatif du commandement. Il suppose là que cette soustraction en appelle au langage, donc toujours, chaque fois, tout le temps, y compris à l'origine, pour former le langage. Évidemment, appel au langage, oui, mais qui appelle qui, peut-on se demander. Je ne développerai pas ça ce soir, puisque je le développe ailleurs depuis un certain temps, et que je vais le développer je l'ai développé dans un petit livre que je vous annonce. Sa sortie est prévue le 15 octobre 2026 chez RS, dans la collection Figures de la psychanalyse, et ça s'intitule Petite préhistoire du rapport sexuel. Je vous le dis donc en avant-première. Alors, ce qu'il nomme donc cette étreinte confuse est elle-même de l'ordre d'une grammaire. Qu'une étreinte sexuelle soit de l'ordre d'une grammaire, c'est évidemment Sade qui nous a appris ça, vous vous en souvenez. La posture perverse chez Sade représente exactement la manière dont les corps s'articulent l'un à l'autre dans un montage précis, avec un agencement précis sexuel des partenaires dans leur étreinte, et qui se représente et qui témoigne, pas seulement se représente, mais qui témoigne de façon évidente d'une grammaire habillée en fantasme. Voici la première conclusion essentielle du séminaire Encore, qui donc, vous le voyez, bouleverse la définition du signifiant. Il devient dès lors ce qui se situe au niveau de la substance jouissante. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus le signifiant de Saussure, ça veut dire qu'il est aussi cela, en plus d'être le signifiant de Saussure. Nous sommes partis donc du signifiant comme ce qui a des effets de signifier, séparé par une barre, qui ne se réduit pas d'ailleurs à l'arbitraire du signifiant. Lacan a un petit peu nuancé cette définition saussurienne. Cette définition de l'arbitraire qui impliquerait qu'il n'y ait aucun rapport entre le signifiant et le signifié, n'est-ce pas? Où les signifiants n'ont aucun rapport avec ce qui les cause. Mais Lacan fait remarquer que c'est parce qu'on s'attend à ce que ce qui les cause, les signifiés, ait un rapport avec le réel. Et donc ça, c'est autre chose qu'un arbitraire, c'est pas tout à fait un arbitraire.
Donc, le signifiant dans son effet de signifier n'est pas vraiment arbitraire, mais il n'est jamais qu'à côté, souligne Lacan du référent, c'est-à-dire réel. Ce versant du signifiant peut avoir un effet, déjà, hein, et son principal effet d'ailleurs, qui est d'être. C'est un effet de l'être, dans l'être. C'est un effet du signifiant dont on ne se rend compte, dont on ne se rend jamais aussi bien compte que lorsqu'il prend dans le discours du maître l'allure d'un bruit de botte. Là, on pèse combien le signifiant a un effet d'être. C'est celui qui produit donc dans le discours du maître, c'est-à-dire dans la politique, cet effet d'être, c'est-à-dire dans un discours dont Lacan dit ceci, page 33 de Encore, un discours, le discours du maître, le discours de la politique, qui attend du signifiant un effet de lien qui tient à ce que le signifiant commande. Il est d'abord impératif. Le jeu de la langue française peut d'ailleurs faire résonner ce mot comme en effet un père souvent un peu hâtif, celui du signifiant. Il emporte bien trop la mise et bien trop tôt le signifiant. Cependant, cette action est paradoxale. Elle est contradictoire. C'est même, si on peut dire, une double injonction contradictoire. Car, Lacan l'explique ainsi, je vous donne la citation. N'est-il pas vrai que le langage nous impose l'être et nous oblige comme tel à admettre que de l'être nous n'avons jamais rien. Fin de citation, page 44. Il ajoute, il nous faut donc substituer à cet être qui fuit le paraître, l'être à côté. Au contraire du discours du maître, le discours analytique, on le sait, ne s'est pas installé véritablement dans le monde pour y distribuer l'être du commandement. C'est un lien spécial, le discours analytique. C'est ce que produit une analyse, c'est ce qui se produit dans une analyse, c'est-à-dire un lien à deux. Un lien à deux entre analyste et analysant. Et c'est justement un discours euh, 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 qui n'est pas caractérisé par le fait de produire de l'être chez l'analysant, du moins pas au début et pas pendant longtemps. Au départ, justement, on lui demande, vous le savez, à l'analysant, pas du tout d'être, bien au contraire, on lui demande de penser. On lui demande d'être un sujet pensant, selon l'association libre. On veut de la pensée et non pas de l'être. Mais de l'être, il en produit à la fin, ce discours, à la fin, c'est-à-dire précisément quand l'analysant, d'une certaine façon, échappe à ce discours analytique dans ce passage et cette action que Lacan a appelé la passe. Là, il est dans l'être. Mais ça n'est pas ce que le discours analytique lui a demandé au départ. Quant à ce dont il parle, le discours analytique, à cela, Lacan répond, il parle de foutre et on dit que ça ne va pas. Il parle de foutre et on y dit que ça ne va pas. Vous trouvez ça page 34. Alors, de façon un petit peu plus soft, il explique ce qui fait le fond de la vie, c'est que pour tout ce qu'il en est des rapports des hommes et des femmes, ce qu'on appelle collectivité, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et une grande partie de notre activité se passe à le dire. Il ajoute, ce rapport sexuel, vous savez que chez lui, le rapport sexuel, ça veut dire aussi le rapport de l'homme et de la femme. C'est bien étendu au-delà, ça veut dire aussi rapport des sexes, par conséquent, le rapport sexuel. Le rapport sexuel en tant qu'il ne va pas, donc, poursuit-il, il va quand même, grâce à un certain nombre de conventions, d'interdits, d'inhibitions, qui sont l'effet du langage. C'est donc le signifiant qui supplée le ça ne va pas du rapport sexuel. C'est le langage, bien sûr. Et ce qu'il fait, il le fait notamment dans cette suppléance, notamment dans le discours du maître, et notamment en substituant cet être du commandement à cet être pour de sexe qui ne va pas. Cet être du commandement, c'est, vous le savez, la loi sexuelle. La loi sexuelle qui s'énonce en partant ou en parlant des hommes
Je cite Lacan, on est ce qu'il y a, on a ce qui est. Ça, c'est l'énoncé, c'est la grammaire de la loi sexuelle. Et comme vous savez, elle est universelle, comme syntaxe. Quelle que soit la langue, elle est universelle, cette syntaxe. Alors, cette syntaxe, en tout cas, ne fait pas rapport sexuel. On est ce qu'il y a, on a ce qui est, ça n'a jamais fait un rapport sexuel. D'abord parce que avoir et être, ça n'est pas sexuel du tout, bien sûr. Ça ne fait pas, dit Lacan, X rapport Y, ça ne fait pas rapport sexuel. Hommes et femmes n'existent qu'en tant que signifiants, et c'est en tant que signifiant qu'une femme, dit-il, cherche un homme. Il n'y a rien d'autre que le signifiant pour tenter de faire rapport, d'écrire X rapport Y. Mais cependant, ça n'est pas symétrique, car une femme, elle, cherche le signifiant homme, si on peut dire, si toutefois elle en veut, elle le cherche n'importe où. Tandis qu'un homme, lui, il cherche comme femme, le signifiant femme, mais celui qui ne se situe que du discours, c'est-à-dire que selon la loi sexuelle, que selon on est ce qu'il y a, on a ce qui est. C'est ça le discours. Lacan le souligne, euh, 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 car cet homme, en l'occasion, sait bien que comme elle n'est pas toute, il y a toujours, et donc pas toute dans le discours, bien sûr, il y a toujours une part qui, chez elle, échappe au discours. Fin de citation. Ce qui veut dire évidemment qu'une part échappe. Une part d'une femme, je ne dis pas de la femme, mais une part d'une femme échappe à la loi sexuelle du discours. Et dans cette part, elle n'est pas entièrement ce que l'homme a, elle n'est pas entièrement l'objet du désir. Et il y a même une part, Lacan ira jusqu'à le dire précisément dans ce séminaire encore, une part où c'est elle, c'est-à-dire où ce sont les femmes, dit-il, qui ont les hommes. C'est hors discours, bien sûr, tandis que dans le discours, vous le savez bien, c'est l'homme qui a la femme, mais hors du discours, dans cette part qui échappe, qui se traduit comment? Donc pas du tout en dit, les dits c'est du discours, mais en acte et en dire, hors des dits, hors du discours. Et c'est là, estime Lacan, que les femmes ont les hommes. Je ne suis pas sûre que les discours féministes soient d'accord avec cette remarque, puisque de toute façon, vous savez que les discours féministes actuels, en tout cas, refusent la logique du patou féminin, la logique du patou de Lacan, quand ils la connaissent, ce qui n'est pas très fréquent, mais quand ils la connaissent, en tout cas, ils la refusent. Ils veulent que tout de la femme soit dans le discours, et dans le discours comme objet, pour pouvoir bien sûr le dénoncer, ça se conçoit parfaitement. Mais ça n'est pas tout à fait le réel. D'ailleurs, si jamais elle s'en tient totalement au discours, remarquait Lacan, donc cette femme, si elle se fait donc totalement l'objet qui complète l'homme, eh bien, il disait ceci, l'homme est parfaitement comblé, c'est-à-dire parfaitement floué, ne rencontrant que son complément corporel. Dans ce rapport, donc, qui ne s'écrit pas en tant que sexuel, il y a un certain nombre de conséquences qui s'en déduisent, et qui se déduisent du fait qu'il ne s'écrit pas. Le discours courant, il dit ceci est ce disque qui tourne parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Cette formule ne se supporte que de l'écrit, en ceci que le rapport sexuel ne peut pas s'écrire. Tout ce qui est écrit part du fait qu'il sera à jamais impossible d'écrire comme tel le rapport sexuel, dit-il, page 35-36. Le mode sur lequel nous trouvons dans le discours analytique les signifiants hommes et femmes, précisément, vérifie tout à fait cela, puisque justement, ils ne correspondent pas à un homme ou à une femme comme tel, la façon dont nous les trouvons dans le discours analytique. Ils y entrent autrement, vous le savez. La femme, dit Lacan, n'entre dans le rapport sexuel qu'en tant que mère. L'homme n'entre en jeu que comme signifiant que, dit-il, comme quad castrationem, c'est-à-dire ayant rapport avec la jouissance phallique, dit-il. Donc, l'un comme mère, l'autre comme jouissance phallique limitée, c'est-à-dire limitée par la castration. Voilà comment les signifiants homme-femme entrent dans l'inconscient, c'est-à-dire n'y entrent pas. Il n'y en a pas.
Et en effet, la castration est partie intégrante de la jouissance phallique. C'est pour cela que même si on énonce qu'il y en a qui sont castrés et d'autres qui ne le sont pas, on peut toujours l'énoncer, parce qu'au regard de cette jouissance phallique dans le rapport sexuel, tous le sont. L'homme par la limite qu'il subit et qu'il impose, et la femme par la limite qu'elle subit du rapport sexuel, de par cette jouissance phallique-là. Puisque c'est pour tous qu'en un point, il y a cette soustraction involontaire de jouissance dont Lacan fait le pivot de toute l'idéologie sexuelle. C'est là une thèse évidemment révolutionnaire et dont vous pesez à quel point elle est méconnue. Méconnue. La logique d'Hippienne met en scène, en acte, une castration au nom d'un père, tel que Freud l'a découvert, qui lui, ce père-là, ne l'est pas châtré, c'est-à-dire un père qui est créé comme une instance faite pour nier cette castration-là, et notamment cette castration du rapport sexuel qui concerne tous et toutes. Donc cette exception qui échappe a été créée comme telle à la fois pour rendre compte, bien sûr, de cette castration du rapport sexuel en l'attribuant à un agent divin, donc à une instance transcendante, alors qu'évidemment cette castration du rapport sexuel, elle n'a pas d'autre agent que la physiologie d'une part et l'inconscient d'autre part. Elle est donc créée, cette instance divine, pour le nier, pour la nier, cette castration du rapport sexuel, la nier comme une exception qui y échappe. Mais y échappant, elle devient l'instance qui permet d'être, qui est l'agent, qui l'inflige cette castration à tous les autres. C'est le système d'ailleurs de ce nom du Père qui vient à la place de l'écrit qui ne peut se produire, qui ne peut se réaliser du rapport sexuel, bien entendu, puisqu'il n'y a aucun discours pour soutenir cet écrit. Il n'y a pas d'écrit, mais il n'y a pas de discours non plus. Il n'y a un écrit que s'il y a un discours pour le soutenir. Lacan dit ceci, le rapport sexuel, vous ne pourrez jamais l'écrire en tant que ce qui, du langage, se conditionne d'un discours. Ça ne se conditionne pas d'un discours, il n'y a pas de discours. Pour soutenir le rapport sexuel, il n'y a que la loi sexuelle, dont je vous ai montré tout à l'heure en quoi elle n'est nullement un rapport sexuel, étant basé sur l'être et l'avoir. Alors, je vois qu'il est 19h52. Je n'ai pas du tout fini, mais peut-être que je peux m'arrêter là, parce que je ne sais pas combien de temps vous souhaitez que je parle et qu'on discute, donc dites-moi. Alors, vous pouvez, si vous voulez, dans 5 minutes, commencer les questions, si vous avez encore. Si j'ai encore 5 minutes. Oui, Alors, attendez, je regarde, ça risque d'être un peu plus. Mais écoutez, ce que je vais faire, je vais continuer, puis vous m'arrêterez. d'accord. Alors, j'en viens maintenant aux suppléances, au rapport qu'il n'y a pas. Est-ce que juste ici, vous arrivez un petit peu à me suivre? Oui, Oui, un peu. oui, oui, Bon, c'est clair. oui, oui. Oui, merci. Très bien. Une fois posée donc cette absence du rapport sexuel, il y a de nombreuses façons de réaliser quelles en sont les suppléances. Et une des suppléances majeures à l'impossibilité d'écrire un tel rapport, c'est l'amour. Vous trouvez ça, page 44. Alors, pas forcément l'amour entre deux partenaires sexués. Ça peut être d'abord l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est déjà une suppléance à l'absence du rapport sexuel, bien entendu. C'est au regard de l'autre comme lieu de la vérité où se situe l'être divin en tant que dire. Et Lacan le définit là comme le lieu où se produit le dire, le dieur, comme il l'appelle. Il dit ceci, aussi longtemps que se dira quelque chose, l'hypothèse Dieu sera là. Page 44 toujours. Ce qui fait qu'il ne peut y avoir d'athée véritable, ajoutait-il, c'est une phrase bien connue, mais que l'on ne s'explique pas tout à fait toujours. Il ne peut y avoir d'athée véritable, donc disait-il, que les théologiens, c'est-à-dire ceux qui de Dieu en parlent. Alors oui, c'est ceux qui de Dieu en parlent, c'est ça qu'il en dit, mais c'est pas le fait qu'ils en parlent de Dieu qui les rend les plus purs des athées, les plus vrais des athées. C'est parce que c'est eux qui le fabriquent, bien sûr. Fabriquant ce Dieu, effectivement,
ils peuvent être athées. Il n'y a aucun moyen, selon Lacan, aucun autre moyen d'être athée, sinon à se cacher sa tête dans les bras au nom de je ne sais quelle trouille. Fin de citation, page 45. Alors, dans l'amour, ce qui est visé, c'est le sujet comme tel, en tant qu'il est supposé à une phrase articulée. Un sujet comme tel n'a pas grand-chose à faire avec la jouissance, Lacan le répète souvent. Mais par contre, son signe du sujet, donc la phrase articulée, est susceptible de provoquer le désir. Et là, conclut-il, là est le ressort de l'amour. Donc dans cet agencement à trois termes, fin de citation, qu'il y ait un signe du sujet cause le désir chez l'autre, oui, c'est très clair, mais c'est chez le sujet que ça cause l'amour, il ne faut pas confondre. C'est pas celui qui éprouve de désir, en tout cas dans cette définition, qui éprouve l'amour. Ça cause l'amour chez le sujet par rapport à celui ou celle qui le désire. Il y a donc quand même bien un point où se rejoignent l'amour et la jouissance sexuelle, bien que la jouissance ne soit pas un signe de l'amour, surtout quand c'est la jouissance phallique, et il l'abordera plus tard durant le séminaire encore. Et enfin, il y a, je vais peut-être à conclure là-dessus, il y a deux façons de rater le rapport sexuel, comme il y a deux sexes. La façon mâle de le rater, Lacan la lie à l'univers, c'est-à-dire à l'universel, c'est-à-dire à l'universel du dire. Qu'est-ce que c'est l'universel du dire? C'est bien sûr le discours, et le discours qui est entièrement organisé, porté par la fonction phallique, c'est-à-dire la loi sexuelle, c'est la même. La loi sexuelle, c'est la mise en acte de la fonction phallique. On est ce qu'il y a, on a ce qui est, ça c'est la fonction phallique. Eh bien, la façon mâle, donc, de rater le rapport sexuel, Lacan dit ceci, l'univers, c'est là où de dire tout réussit. C'est pas le fait de dire que tout réussit, c'est le fait de dire tout que le tout réussit. C'est-à-dire la logique du tout, la logique du tout phallique, qui est bien sûr la logique oedipienne, c'est-à-dire la logique côté mâle, côté masculin. Et il ajoute aussitôt, réussit à quoi? Mais réussit à faire rater le rapport sexuel de la façon mâle. Je veux résumer tout et faire remerciement et une question et résumer. Vous voulez que je résume? Attendez, vous me demandez de résumer? Non, si vous n'avez pas du temps, vous avez dit. Oui, oui, ben, je peux m'arrêter là, mais je vais vous dire quand même avant d'arrêter que l'autre façon de rater le rapport sexuel, c'est évidemment la façon femelle, et que la façon femelle, c'est ce qui consiste à tourner autour du rapport sexuel en termes du patou. Cette affaire du rapport sexuel, dit-il, s'il y a un point d'où ça pourrait s'éclairer, c'est du côté des dames, pourtant, pour autant qu'elles ne nous disent pas tout. Les dames analystes sur la sexualité féminine, elles ne nous disent pas tout. Elles n'ont pas fait avancer d'un bout la question de la sexualité féminine. Il doit y avoir à ça une raison interne. Page 54. Je m'arrête. Allez-y. Je proposais, Mute, Aline, tu es mute. Madame Chabaudès, un grand Oui. merci pour cette intervention très riche et exceptionnelle. C'est comme toujours, merci beaucoup. Alors, on laisse maintenant le temps pour les questions. Oui, merci à vous. Oui, Huda. Oui, merci beaucoup, Madame Chaboudès, pour cette présentation vraiment très éclairante du séminaire encore de Lacan. Ce séminaire qui marque un tournant majeur dans le dernier enseignement de Lacan. Le signifiant pour lui, comme j'ai pu comprendre maintenant, n'est plus seulement pensé comme représentant du sujet, mais aussi Absolument. comme ce qui affecte le corps et Absolument. produit de la jouissance. Absolument. J'ai une question au niveau de la pratique analytique.
comment cette nouvelle conception du signifiant modifie-t-elle l'orientation de la cure? Puisque de nombreux patients qui viennent chez nous en clinique souffrent moins d'un conflit oedipien classique que d'une difficulté à traiter, à réguler ou à limiter leur jouissance. Peut-on considérer que la clinique contemporaine trouve dans la théorie de la jouissance développée dans le séminaire encore, peut-on trouver une grille de lecture particulièrement pertinente? Et dans cette perspective, comment l'analyste intervient lorsque l'enjeu principal n'est plus tant le déchiffrage d'un sens que le traitement de la jouissance? Merci pour cette question. Alors, tout de suite, je vais objecter à une alternative qui n'a pas lieu d'être, à mon avis. Le déchiffrement ou bien le traitement de la jouissance. Non, c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. C'est pas d'abord on déchiffre et ensuite on s'occupe de la jouissance. Non, on s'occupe de la jouissance dès qu'on commence à déchiffrer. Et au fur et à mesure qu'on déchiffre la jouissance, au fur et à mesure, elle se réorganise, elle se remanie et elle émerge. Et elle émerge. Au fur et à mesure qu'on effectue un déchiffrement, alors de la jouissance, je dis pour résumer, mais bien sûr, on sait bien que le déchiffrement, c'est le déchiffrement des formations de l'inconscient, c'est-à-dire d'abord du sens avant d'être de la jouissance, bien sûr. Donc, voilà, une première chose, je ne pense pas qu'il faille établir une alternative comme ça a été souvent établi. Je ne pense pas. De la même façon que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas s'imaginer que parce que Lacan se met à définir le signifiant comme étant de la substance jouissante, alors ça voudrait dire que ça serait plus du signifiant du sens. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est les deux versants à la fois, simplement, on ne peut pas aborder les deux versants en même temps. Donc, on les aborde partiellement d'un côté et puis de l'autre. D'un côté et puis de l'autre, ça ne veut pas dire on commence pendant 10 ans par s'occuper du déchiffrement et ensuite on s'occupe de la jouissance. Ça ne marche pas comme ça, l'inconscient. L'inconscient, ça marche par petites étapes. Et chaque fois, à chaque petite étape, un déchiffrement du sens va opérer un certain remaniement de la jouissance et faire émerger une certaine forme de jouissance. Alors, votre deuxième question, ou première, je ne sais plus, on n'a plus tellement à faire, ou vous dites que ça n'aide plus tellement les analysants que d'avoir affaire à la logique oedipienne. Oui, sauf que, attention, la logique oedipienne, c'est la même que la logique du tout phallique qui est en train de réenvahir nos empires. Les empires. La logique oedipienne, elle n'est pas différente de la logique des empires qui se manifestent à l'heure actuelle, qui d'ailleurs représente extrêmement bien, je trouve, ce que Lacan explique lorsqu'il dit à propos de ce qui ne parie que du père au pire. Eh bien, la logique des empires, c'est précisément ce qui, de fait, essaye de réanimer le père en tant qu'il s'est déconstruit, mais il le réanime en pire. Ça n'est plus le nom du père qui réanime, c'est quelque chose de bien pire. Donc, il ne faut pas croire là non plus que la logique oedipienne, on peut la mettre d'un côté, du côté du sens, et que maintenant on va s'occuper uniquement de la façon dont on limite, comme vous dites, sa jouissance. Je ne sais pas si on peut définir comme ça les choses sans, on peut le faire. Mais alors il faut expliquer comment on entend la jouissance, c'est-à-dire expliquer comment la jouissance, nous la définissons dans un certain cadre, pas dans tous, pas dans tous. La jouissance phallique, c'est pas toujours un ravage. La jouissance phallique, on n'est pas toujours à vouloir la limiter, bien entendu, puisque la jouissance phallique, c'est la jouissance du langage, de la parole. On n'est pas, la question concernant la jouissance phallique n'est pas de la limiter, bien. Ce qui est effectivement en question quant à une limite nécessaire, absolument nécessaire, là je suis tout à fait d'accord, c'est concernant la jouissance de l'autre. Mais attention, encore une fois, ça n'est pas la jouissance de l'autre au sens du féminin où une femme jouit de l'autre parce qu'elle jouit du corps de l'autre et donc ce faisant, elle a le corps de l'autre au sens d'en jouir, comme Lacan le dit.
C'est pas cette jouissance-là qu'il s'agit de limiter, pas du tout. C'est la jouissance de l'autre, le génitif subjectif, et non pas le génitif objectif. Ce qu'il s'agit de limiter, c'est la jouissance selon laquelle l'autre jouit du sujet, n'est-ce pas? Celle-là, oui, il faut la limiter. Bon, alors est-ce que celle-là, elle se traduit beaucoup plus à notre époque dans la question du rapport sexuel que dans la question du père et de l'Oedipe? Je suis absolument d'accord. Absolument d'accord. C'est parce que l'Oedipe et le nom du père d'une façon générale, quels que soient ces sous-bassements, ont été marqués par un recul majeur euh, 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 à partir du siècle dernier. C'est à cause de ça que l'absence, disons, du rapport sexuel, c'est-à-dire le fait qu'entre les hommes et les femmes, comme collectivité, ça ne va pas, ça ne veut pas dire que deux à deux, ça ne va pas, ce n'est pas la même chose. C'est comme collectivité, c'est-à-dire comme universel que ça ne va pas, au point de vue du discours que ça ne va pas. Alors, le fait qu'en effet le nom du père ait été en recul majeur a dévoilé largement l'absence du rapport sexuel en ce sens, c'est-à-dire qu'au niveau universel, entre les hommes et les femmes, ça ne va pas. Voilà. Et au niveau sexuel, entre un homme et une femme, c'est pas terrible non plus. Je veux dire, au sens du rapport sexuel toujours, c'est-à-dire la façon qui est possible, comme dit Lacan, de le réussir en le ratant. Hein. Donc oui, ça dévoile, le recul du nom du père dévoile l'absence du rapport sexuel et donc dévoile certainement un rapport de plus en plus difficile à la jouissance. C'est là qu'on peut dire, qu'on peut réaliser à quel point la libération de la jouissance, si on peut parler comme ça, parce qu'évidemment elle n'est pas libre non plus, mais elle a quand même été libérée au sens où l'Occident, en tout cas, a libéré, et puis certaines contrées qui ont participé activement à l'évolution de l'Occident, ces contrées et cet Occident qui ont en effet cessé d'interdire la jouissance à la manière chrétienne. Voilà, ça on ne peut pas le nier. Et le fait que on peut toujours dire, mais oui, mais la jouissance est toujours limitée. Oui, sauf que c'est plus de la même façon. Ça a en effet libéré quelque chose du côté de l'interdit et du côté de la forme ancienne de la limite de la jouissance, qui était celle de l'interdit. Mais si on considère que l'interdit était lui-même fait pour masquer quelque chose de ce réel du rapport sexuel, qui en fait une absence dans le langage pour ceux qui parlent, eh bien alors on voit qu'il est parfaitement logique que cette absence, non seulement si on peut dire se déchaîne, elle est déchaînée au sens où elle n'est plus enchaînée parce qu'elle n'est plus masquée par le nom du Père. Et dans ce sens-là, il est vrai que la gestion, si l'on peut dire, des jouissances n'est pas simple. N'est pas Oui. Puisque vous avez parlé très nettement du rapport du non-rapport sexuel, est-ce que le non-rapport sexuel est un échec ou une condition structurelle de l'existence humaine? Ah ben, elle est forcément une condition structurelle puisque Lacan fait du langage quelque chose qui s'origine du non-rapport sexuel. Donc vous voyez, c'est complètement originel. Donc c'est un échec si vous voulez, parce que pourquoi pas, c'est un échec quand même. On peut aussi le considérer comme un échec, mais c'est un échec qui a eu pour résultat l'humanité. Donc c'est pas n'importe quel échec. Ah oui, oui. Merci. Alors, vous pouvez poser vos questions. En fait, moi, j'ai une question, Madame Chabaudès. Vous avez parlé du nom du père, qui a longtemps constitué qui a constitué une grande suppléance collective à cet impossible du rapport sexuel. Alors aujourd'hui, dans la clinique contemporaine, quelles sont, selon votre pratique psychanalytique, quelles sont les suppléances les plus fréquemment rencontrées?
Au rapport sexuel? Oui. Bah, celle dont je viens de parler à l'instant, et dont il faudrait d'ailleurs reparler longtemps, parce que dans le séminaire encore, ça traverse ce séminaire, c'est l'amour. L'amour. D'abord. Mais encore une fois, pas forcément l'amour pour le partenaire, l'amour sous toutes les formes. Alors, autrefois, c'était... mais ça renaît à l'heure actuelle, vous l'avez peut-être observé à nouveau. Autrefois, l'amour pour Dieu était une énorme suppléance à l'absence du rapport sexuel, d'autant plus que ça contribuait à constituer, à renforcer, à supporter cette instance divine, cette instance du Dieu unique. euh, 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 C'était déjà une suppléance majeure, à la fois du côté de l'instance et à la fois du côté de l'amour. L'amour est une suppléance au non-rapport sexuel. Qu'y a-t-il d'autre? Mais les suppléances, si vous voulez, du rapport sexuel, elles sont partout dans le langage. Enfin, pour ceux qui parlent, elles sont partout. Chacun, d'une certaine manière, invente la sienne, à partir justement de cette mécanique, de cette logique de l'amour tel que Lacan la résumait, je le disais tout à l'heure, au fait que un sujet, le signe d'un sujet, c'est une phrase articulée. Ce signe-là du sujet euh, 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 provoque éventuellement un désir dans l'autre, et dans cet autre, chez cet autre qui éprouve un désir pour ce sujet comme une phrase articulée, alors pour cet autre-là, on a de l'amour. Voilà, c'est une mécanique vous voyez, qui s'applique à bien d'autres choses que l'amour entre partenaires, que ça s'applique à toutes sortes de choses, cette logique-là, à partir de cette racine élémentaire entre un sujet, une phrase, l'autre, un désir et l'amour. Vous voyez? Et pour Lacan, il existe différentes formes d'amour. Oui, oui. Non, mais il l'a théorisé de façon différente à chaque étape de son enseignement, l'amour. Il a repris d'abord l'amour narcissique comme Ouais. Freud l'avait pris. Et il n'y est pas resté longtemps parce que il a repris nettement, néanmoins, en donnant raison à Freud d'avoir commencé par là, certainement, que l'amour soit narcissique et que ce soit soi-même qu'on aime dans l'autre. Freud avait raison. Mais il l'a repris d'une façon qui va au-delà de celle-là, parce que à partir du moment où l'amour ne concerne plus seulement le narcissisme, mais l'autre, alors attention, l'autre avec un grand A, mais en tant qu'il manque, et notamment qu'il manque de complétude, ou qu'il manque d'existence, ou qu'il manque de phallus, éventuellement, bien sûr. L'amour pour cet autre-là, vous voyez, c'est plus du narcissisme. Et vous voyez à quel point, très naturellement, si on peut dire, parce que c'est pas naturel du tout, ça peut en effet suppléer au rapport sexuel qu'il n'y a pas. Merci. Oui, Zora. Bonsoir, merci Madame Chaboudez. Quand vous avez parlé de la jouissance idiote, je ne sais pas pourquoi j'ai fait le lien avec la masturbation. Je me- Mais c'est exactement ce qu'il voulait dire. voilà, exactement. Et ce que je voulais dire, au fait, c'est parce que le désir n'est pas dans l'autre que c'est une jouissance idiote. Alors, il a dit la jouissance de l'idiot. Il n'a pas dit la jouissance idiote, mais enfin, c'est pas loin. La jouissance de l'idiot. C'est une expression comme ça, très populaire, où on décrit le benet qui se masturbe comme un idiot, c'est-à-dire comme un déficient mental, hein. Ça, c'est une expression populaire. Au moment où il mentionne cette expression, c'est plus loin dans le séminaire, au moment où il la mentionne, cette expression, il étend le principe, non pas de l'idiotie, encore que c'est pas grave, parce que de toute façon, il trouve que le signifiant lui-même est bête. Alors, on peut toujours qualifier cette jouissance-là d'idiotie en général. Ça ne mange pas de pain, puisque de toute façon, à un certain niveau, on n'a pas autre chose que le signifiant. Mais ça s'étend bien au-delà, c'est-à-dire c'est pas uniquement la masturbation, c'est toutes les formes de jouissance qui, encore une fois, tiennent au langage, à la parole,
La jouissance de la parole, c'est pas complètement une idiotie. Et alors que c'est, si on peut dire, d'une certaine façon, de l'auto-érotisme aussi, puisque le langage, vous le savez, n'est pas fait pour communiquer. Vous le savez, selon Lacan, s'entend, hein. Il y a guère que Lacan qui soutient que le langage n'est pas fait pour communiquer, et il a raison. Ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas communiquer avec, nous ne faisons que ça. Mais ça veut dire que le langage est fait pour autre chose. Il n'est pas fait pour communiquer, il est fait pour représenter un sujet. C'est pour ça qu'il est fait, le langage. Et un sujet qui se fait représenter par tel signifiant au fur et à mesure où sa parole se déploie, eh bien, c'est un sujet qui reste auto-érotique, même s'il est à fond dans la communication, si je puis dire. Vous comprenez? Oui, Bon. oui, merci. Vous pouvez écrire vos questions ou bien... Moi, j'ai une question, une réflexion plutôt. Oui, Elie. Oui, bonsoir, Madame Chaboudas. Toi? Merci pour votre intervention et votre information. Je veux poser une question à propos de la jouissance euh, et le phallus. Comme j'ai compris que la jouissance est devenue le signifiant, car qui, euh, c'est elle qui produit la fonction phallique. On peut dire quand l'objet A, petit a, produit la jouissance, l'objet petit a devient le signifiant et, et la jouissance devient le signifié ou c'est pas. Non, Hmm, non. Alors, de toute façon, la jouissance phallique et la jouissance de l'objet A, c'est pas la même. euh, D'accord. Pas la même. La jouissance phallique, je disais, si vous voulez la situer, organiquement, vous la situez dans l'orgasme, qu'il Oui. soit mâle ou femelle. La jouissance de l'objet A, c'est autre chose. La jouissance de l'objet A, c'est la jouissance d'un objet qui, en effet, est significantisé, c'est-à-dire Hmm, c'est pas un objet corporel tout nu, c'est un objet corporel à partir duquel, donc évidemment anal, oral, etc., à partir duquel s'est élaborée une logique. Une logique s'est appuyée sur cet objet-là. Cet objet-là, à partir de quoi? À partir d'une coupure. Vous savez que Lacan définit l'objet A à partir de sa coupure. Mais ce n'est pas une coupure signifiante uniquement, c'est une coupure physiologique. hmm, C'est une coupure physiologique qui définit, si on peut dire, le territoire de l'objet A et comment l'objet A est échangé entre le sujet et l'autre. Par exemple, vous savez que la première coupure essentielle concernant la définition de l'objet A, la première coupure physiologique, c'est le fait, c'est celle du sein. C'est-à-dire que le sein, vous savez que le sein ne se remplit de lait que hmm, si un enfant naît, et en plus s'il tète. Parce que hmm, s'il tète pas, le sein, il tarit très vite. hmm, Donc le sein nourrissant, certes, il est à la mère au sens où il est sur sa poitrine, mais au point de vue physiologique et au point de vue coupure, il est à l'enfant, parce que c'est l'enfant qui le remplit en le tétant. Voilà la coupure que Lacan situe, et il la situe tout à fait autre part que ce qu'on en dit habituellement, et même de ce qu'on en disait chez Freud. Chez Freud, le sein appartient à la mère et l'enfant le demande, point. hmm, Lacan, il va compliquer les choses beaucoup plus que cela, hmm, puisqu'il dit, c'est vrai que le sein appartient au corps de la mère, sauf que physiologiquement, il appartient à l'enfant, puisque c'est lui qui le remplit. Et pas seulement physiologiquement, pour l'enfant, le sein est à lui. Hallucinatoirement, le sein est à l'enfant, c'est-à-dire selon le principe de plaisir hallucinatoire des premières réalisations fantasmatiques que Freud avait décrites. Pour lui, le sein est à lui. C'est d'ailleurs à ça qu'il s'identifie en premier lieu. Il s'identifie à ce sein plaqué sur la candide, sur le poitrail de la mère, comme si c'était une vache. Ben, c'est comme ça que physiologiquement ça fonctionne, à condition de le comprendre à partir de la coupure.
Eh bien, à partir de cette coupure qui, à la base, encore une fois, est une coupure physiologique et non pas une coupure signifiante au départ. Elle le deviendra, la coupure signifiante. Mais d'abord, c'est une coupure physiologique. À partir de cette coupure, lorsque l'enfant est sevré, c'est-à-dire lorsque le sein lui est enlevé, non seulement il perd donc une part de lui-même, puisqu'il était identifié à cet objet collé à la mère, hein, mais en plus, il se passe ceci, que lorsque cet objet qu'il pensait à lui ou qu'il considérait comme étant à lui, qu'il hallucinait comme étant à lui, lorsque cet objet lui est enlevé, eh bien, il hallucine toujours. C'est-à-dire, il l'a toujours, il l'est toujours. Et donc, pour ce faire, il s'en empare fantasmatiquement, hallucinatoirement. Il s'empare du sein. Mm. Le sevrage oral, la logique orale, comporte donc un objet donc, qui physiologiquement est construit comme je viens de le résumer, et qui ensuite, en logique, concernera un sujet qui, lui, tout en demandant dans l'autre quelque chose, un objet, qui apparemment en effet est dans l'autre, néanmoins, si cet objet de l'autre lui est refusé ou ôté, enlevé, eh bien, il s'en emparera, il le volera, il le volera. C'est un acte Mm. de vol, on voit ça chez certains petits-enfants qui refusent absolument qu'on leur retire un objet. Eh bien, ils répondent en volant, hein, pas forcément le même d'ailleurs, mais en volant l'objet, parce qu'ils considèrent que même s'il est dans l'autre, l'objet est à lui. Mm. Voilà, c'est cette élaboration-là de la jouissance de l'objet A que l'on peut reconstruire à partir de Lacan. Et on ne peut pas dire que derrière cette jouissance chez le nouveau-né, il y a, euh, il y a le désir de vie qui le pousse à avoir cette jouissance pour vivre ou non. Françoise Dolto disait un petit peu ça, mais moi Mm. je pense que la jouissance de vivre, c'est comme ça que ça se présente pour l'enfant. Dès Ah. lors qu'il y a une jouissance de vivre, il y a un désir de vivre. Mm. Et la D'accord. jouissance de vivre, elle commence par ce qui s'articule entre lui et la mère, ensuite entre lui et le trio, et le Mm. don du père. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a une question de Pamela qui est écrite. Pouvez-vous concevoir un féminisme qui ne s'attache pas à placer la femme dans le tout phallique? Je ne fais que ça. Vous pouvez lire tous mes livres sur le féminin, je ne fais que ça. C'est-à-dire, effectivement. C'est d'ailleurs ce que j'appelle le féminisme de Lacan, qui me va bien, qui me va bien. Je suis très attachée à ce féminisme-là, qui est un féminisme du patou. Le patou, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire, ça veut dire euh, 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 renier le tout. Ça ne veut pas dire renier le tout, ça veut dire ne pas s'en tenir au tout. Ça ne veut pas dire objecter au tout phallique et le dénoncer. Non, ça veut dire en acte, quelque chose qui consiste à ne pas se contenter du tout, mais à développer par ailleurs, en dehors du discours, en dehors de la loi du discours, en dehors de la loi sexuelle, une jouissance autre, c'est la fameuse jouissance autre, bien sûr, qui n'est pas phallique. Et qui consiste d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, entre autres, c'est pas la seule forme, bien sûr, mais entre autres, lorsqu'elle concerne un homme, cette jouissance de l'autre, génitif objectif toujours, pas du tout subjectif, bien sûr, eh bien, lorsqu'elle concerne l'homme, cette jouissance-là consiste à l'avoir, en quelque sorte, cet homme-là, mais en dehors du discours, encore une fois. Donc, vous voyez comme ça s'agence dans le féminin du patou, c'est-à-dire dans le féminisme que j'appelle celui de Lacan, mais qui en l'occasion est aussi le mien, eh bien, ça consiste à faire place, une grande place, quelque chose qui explique quelque chose qui n'est pas du tout compris encore, qui n'est pas du tout connu encore, c'est-à-dire cette logique du patou qui permet deux formes de jouissance. Une dépendant de la fonction phallique et une ne dépendant pas de la fonction phallique. Oui, c'est l'avenir du féminisme, à mon avis. Et il en a grand besoin, parce que vous savez à quel point bien qu'il y ait eu évidemment des résultats dont on se félicite tous et toutes, dans l'évolution des sociétés occidentales quant à ce qu'on a appelé la libération de la femme,
Il y a néanmoins des impasses théoriques dans lesquelles les discours féministes qui ont néanmoins obtenu cela, et c'est pourquoi je leur enseignerai de toute façon, néanmoins, ils sont plongés dans des impasses théoriques qu'il faudra bien lever un jour, enfin, s'ils veulent, s'ils veulent. Pour ce qui est de ce que je considère, moi, être juste et réel, c'est à l'aide de la logique du Patou, par conséquent, et à l'aide donc de cette division en deux jouissances possibles pour les femmes dans cette logique du Patou. C'est ce que j'ai appelé le deal féminin. L'année dernière est sorti un petit livre à New York en bilingue qui s'appelle The Feminine Deal. Et The Feminine Deal, ça veut dire quelque chose où la femme accepte, une femme, pas la femme, c'est pas un universel évidemment, où une femme accepte de se prêter pour un homme, notamment pour un homme, pas seulement, mais notamment pour un homme, à la fonction phallique d'objet du désir. Et de là, à partir de là, elle peut, hors du discours, c'est-à-dire en acte et en dire, et non pas en dit, hors du discours, elle peut à partir de là développer son autre jouissance qui consiste à jouir du corps de l'autre, c'est-à-dire à jouir de l'autre en tant que manquant. Voilà, c'est ce que j'ai appelé le deal féminin et que, évidemment, je reconstruis d'après les propositions lacaniennes qui, à cet égard, me conviennent. Voilà. Madame Chaboudez, je veux vous poser une question à propos du couple libanais. Un peu les couples libanais qui vivent depuis des mois ou bien plutôt depuis des années euh, sous l'effet des crises, des traumatismes, de la guerre et tout ça. Est-ce que vous pensez que ces épreuves, la guerre par exemple, l'insécurité, elle peut renforcer la suppléance amoureuse ou bien fragiliser le couple? Ben, les Les, deux, mon capitaine, les deux. les deux. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Pour certains l'un, pour d'autres l'autre. Les deux, forcément. Les deux. Les deux, puisque je n'ai pas de définition de ce qui renforce un couple, mais ça rejoint en tout cas, à mon sens, ce que j'appelais justement à l'instant le féminine deal, c'est-à-dire ce qui renforce un couple, c'est ce nouage qu'une femme, parce que c'est une femme à l'origine qui le tresse, ce nouage. Mm. C'est bien pour ça que Lacan parlait de tresse à ce propos. C'est elle qui le tresse, c'est-à-dire c'est elle qui est capable à la fois de se prêter à être l'objet de la fonction phallique, et dans ce cas, évidemment, elle donne toute sa place à la jouissance phallique de l'homme, première partie du nouage, du nœud. Deuxième partie, à partir de là, je le répète, elle est capable de développer, dans cette logique-là, attention, hein, pas dans la logique du tout, là, dans la logique du tout, vous ne développez aucun nœud de cet ordre. Donc dans cette logique-là, une par une, au singulier, alors elle est capable de développer par ailleurs, tout en étant objet dans la fonction phallique, elle est capable alors de jouir du corps de son homme. C'est parfaitement contradictoire en principe, et c'est justement d'apposer, de rassembler ces deux choses complètement contradictoires qui fait que c'est un nœud non pas à deux mais à trois. Lacan décrit là, comme le Borroméen. Lacan décrit ce nœud comme un nœud à trois qui approche de plus près qu'il est possible ce qui serait un rapport sexuel. Pourquoi? Parce que à la fois il y a deux sexes, dans le cas que l'on considère là en tout cas, un homme et une femme, et à la fois, il n'y a pas deux termes, c'est-à-dire la jouissance de l'un qui viendrait à se nouer à la jouissance de l'autre. Non, parce que directement, elles ne peuvent jamais se nouer ensemble. Deux à deux. Deux à deux, elles ne se nouent pas. La jouissance de l'homme et la jouissance de la femme. Deux à deux, elles ne se nouent pas. Donc pourquoi dans ce cas-là, elles arrivent à se nouer? C'est parce que une femme est capable, et cet homme évidemment est capable de le partager, sinon il n'y a rien du tout, il n'y a pas de nœud, qu'une femme est donc capable à la fois de se prêter à cet objet de la fonction phallique, c'est-à-dire à instaurer l'objet A, dont parlait tout à l'heure Elie Schucker, à instaurer l'objet A en tiers terme. L'objet A qu'elle se fait, elle l'instaure en tiers terme, c'est-à-dire elle se prête à l'être, mais elle ne s'y résume pas. Et ne se résumant pas à être l'objet du désir, c'est là qu'elle peut
développer cette jouissance qui consiste à jouir du corps de l'autre, c'est-à-dire son homme, en tant que manquant, c'est-à-dire en n'étant pas complet. Voilà. Oui, j'ai une question à propos du fantasme. Lacan dit que le fantasme fonctionne comme une construction qui vient occuper la place laissée vide par l'impossibilité du rapport sexuel. Dans quelle mesure le fantasme ne vient-il pas seulement combler un vide, mais aussi organiser ce vide et en structurer l'économie de la jouissance? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce n'est vrai que dans le cadre de la névrose. Parce que la névrose, le fantasme, c'est dans la névrose, essentiellement. Parce que c'est dans la névrose qu'on a affaire à une logique du tout phallique, exactement comme dans la logique masculine oedipienne. La névrose, c'est une logique oedipienne, c'est une logique du tout. Et c'est précisément dans cette logique qu'on comble le vide du rapport sexuel par un fantasme, c'est-à-dire par un plus de jouir. Un plus de jouir. L'objet A mis à la place du partenaire, ça s'appelle un plus de jouir. C'est évidemment l'équivalent de la plus-value, comme vous savez, parce que c'est ce qui permet à l'homme, en l'occasion, puisque c'est le mode de complémentation, de supplémentation de l'homme, qui a recours au plus de jouir, tandis que la femme, cette femme-là dont je parlais, non pas la femme, mais une femme, elle n'a pas recours au plus de jouir. C'est elle qui se fait objet A en tiers terme. Donc elle ne jouit pas d'un plus de jouir. Elle ne prend pas son homme comme objet. L'homme, oui. L'homme, en tout cas, tel qu'il est défini dans la loi sexuelle, bien sûr. Donc c'est dans la névrose que le fantasme sert à combler ce vide de la jouissance et comme vous savez, il la comble mal. Il le comble mal. Pourquoi? D'abord parce que le fantasme, évidemment, c'est du fantasme, c'est-à-dire ça n'est pas dans le réel. Il n'y a pas ou très peu d'ancrage dans le réel. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le fantasme, les névrosés arrivent même pas à s'approcher de l'objet, même pas à s'approcher de la jouissance. Quelquefois, ils arrivent à s'approcher du désir et encore, c'est en tant qu'il est impossible ou en tant qu'il est empêché, etc., ou en tant qu'il est insatisfait. Voilà la névrose. Le fantasme, ça donne ça. Ça donne le désir empêché, insatisfait, etc. Ce dont je parlais, d'une logique féminine du patou qui est capable, elle, de nouer quelque chose qui s'approche du rapport sexuel, alors là, pour le coup, elle y supplée au rapport sexuel. Elle le rate quand même, certes, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, mais elle y supplée de façon beaucoup plus proche et beaucoup plus consistante. Pourquoi? Parce qu'elle, elle n'est pas dans le fantasme. C'est pas une logique du tout. C'est une logique du patou. Et c'est grâce à cette logique du patou qui est à la fois dans l'imaginaire, vous savez, là, quand on la définit comme ça, dans l'imaginaire et dans le réel. Certes, elle est imaginaire, cette jouissance autre, sauf qu'elle existe bel et bien dans le réel. Et dans ce cas-là, elle n'est pas du tout dans le fantasme et ça comble le vide du rapport sexuel d'une façon infiniment plus efficace. Voilà. Oui, Vous comprenez? merci. Oui, Vous comprenez oui, ce que je dis? oui, oui. Oui, tant mieux. Ça me paraît clair, mais je sais que c'est difficile. Je sais que c'est pas clair. Il y a Voilà. encore des questions. Il va peut-être falloir que je vous quitte là. Alors, non, moi j'ai une dernière question, une question qui se pose toujours, une dernière question. Je me dis Alors, merci au petit cœur qui se balade. oui, c'est J'adore. Élie avec ses cœurs. Alors, en résumé, les couples qui durent, Madame Chaboudez, alors on peut dire que ce sont les couples qui acceptent qu'aucune personne ne pourra peut-être combler ce qui manque. Ah, moi, je ne sais pas si je définirais comme ça, mais ce qui est sûr en tout cas, si vous reprenez en disant ça, si vous reprenez ce que j'expliquais, que la jouissance de l'autre concerne un autre qui manque, en effet, qui n'est pas complet, qui n'est pas idéalisé, en effet. Si vous voulez reprendre ça, là, je pense que vous avez raison. D'accord. Alors, un très grand merci, Madame Chaboudez, vraiment, Merci à pour vous, avec plaisir. votre intervention vraiment très passionnante, avec une immense richesse. Et c'est toujours un privilège de vous écouter. Et nous espérons de vous revoir,
en d'autres séminaires aussi. Avec Merci plaisir, infiniment. avec Ok, à plaisir. très bientôt. À bientôt. Au Merci, revoir. Ok, À bonsoir. au revoir. bientôt. Au revoir. Tous Au les revoir. cœurs qui se baladent. Ouais. C'est très drôle. Oui, Merci. Très, très drôle. Au Au revoir. revoir. Au revoir. au revoir.